Je vais te présenter rapidement Ruby. Ruby Lecoq est anthropologue de la santé de l'École normale supérieure de Lyon. Actuellement, elle est postdoctorante à l'ERIS dans le cadre d'un projet sur les liens entre cancer de la prostate et chlordécone aux Antilles. Précédemment, elle a conduit des recherches sur l'épidémie d'Ebola qui a eu lieu entre 2014 et 2016 en Guinée. Globalement, ces travaux s'intéressent aux aspects politiques de la santé, aux inégalités d'accès aux soins pour des vivants en Afrique ou faisant partie de ces diasporas. Merci Ruby pour accepter cette invitation pour partager avec nous tes recherches. Merci beaucoup à toi pour cette introduction et puis pour l'invitation, évidemment. Donc, la communication que je vais vous présenter aujourd'hui, elle s'intitule Chlordécone aux Antilles, enjeux post-coloniaux d'une pollution et de la production scientifique. J'espère qu'il n'y a personne parmi vous qui était présent à la journée d'études qu'on a organisée en septembre, et sinon vous allez entendre un petit peu de répétition. Si c'est le cas, je m'en excuse. Peut-être avant de commencer, vous dire que cette communication que je vous présente, elle n'est pas le fruit de mon seul travail, mais de celui d'une équipe. Une équipe qui est donc composée de Malcolm Ferdinand, qui donc est dans le Zoom, qui est en haut à gauche et qui est chargée de recherche au CNRS et qui coordonne ce projet, avec donc Sarah Aguiton, qui est également chargée de recherche au CNRS et qui co-dirige ce projet. Dans l'équipe, il y a également Lydie Rowe, qui est ingénieure d'études et qui a rejoint l'équipe depuis quelques mois. Marie Mathieu, en bas à gauche, qui était postdoctorante dans le projet. Et moi-même, donc Ruby Lecoq, je suis anthropologue et dans ce projet de recherche depuis novembre 2022. Donc ça, c'est pour nous cinq, mais on a également accueilli au sein du projet 4 stagiaires qui ont contribué à la collecte des données en faisant des entretiens avec nous. Donc Océane Brival, Dorélie Paulmin, Jonaël Samu et Maëlys Augustin. La présentation que je vous donne aujourd'hui, donc elle va se passer en 4 temps. D'abord, je vais vous présenter le projet dans lequel s'inscrit ce travail et la méthodologie qu'on a utilisée pour collecter les données. Ensuite, je vais donner quelques éléments historiques et de contexte au sujet de cette crise liée au chlordécone. On verra une crise qui est donc sanitaire, mais aussi sociétale. Dans un troisième temps, je vous ferai rapidement le récit d'une ethnographie qu'on a conduite au sein d'un colloque qui avait pour objet principal le chlordécone. Et puis, je proposerai quelques hypothèses, ouvertures, questions conclusives. Je dis hypothèse parce que donc cette présentation, elle est en fait le récit d'un projet d'article sur lequel on travaille collectivement ensemble et donc qui est à l'état de projet, qui n'est pas encore terminé. Donc voilà, les conclusions sont encore en construction. Donc concernant le projet et sa méthodologie, juste, il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Je ne sais pas, je pense que c'est dans la salle principale. Oui, en bas. Ouais, super, merci. Euh, Donc, la réflexion que je vous présente aujourd'hui, elle est donc issue d'un projet de recherche qui est interdisciplinaire, donc avec des sciences humaines et sociales, nous, cette équipe que je vous ai présentée, mais également des épidémiologues, des cancérologues, des biologistes, des chercheurs en santé publique, etc. C'est un projet qui s'appelle Chloé Kappa, qui a été financé, qui est financé par l'Institut national du cancer, et qui s'intéresse principalement, mais pas que, aux liens qu'il y a entre le chlordécone, donc un pesticide, et les cancers de la prostate aux Antilles, donc en Martinique et en Guadeloupe. Pour vous donner quelques éléments de contexte, le chlordécone, donc c'est un pesticide organochloré qui a été utilisé entre 1972 et 1993 dans les plantations de bananes pour lutter contre un nuisible qu'on appelle le charançon du bananier, qui venait en fait pondre ses œufs à l'intérieur du tronc, enfin de ce qui ressemble à un tronc dans le bananier et en fait les affaiblir. Et donc l'utilisation de ce pesticide, elle pose plusieurs problèmes d'ordre sanitaire, notamment la pollution des sols martiniquais et guadeloupéens et des aliments qui y poussent, mais également la pollution de l'eau, donc de l'eau de rivière et de mer, et de la faune qui y vit, donc des poissons, des crevettes, etc., que l'on consomme également. Et puis des répercussions par ce biais-là, par le biais de l'alimentation ou de l'exposition professionnelle, des répercussions sur la santé humaine,
qui prennent la forme donc, de cancers, avec une prévalence très importante des cancers de la prostate aux Antilles, mais également de troubles neurologiques constatés plus particulièrement chez les petits garçons qui ont été exposés in utero. Et puis, on sait également que le chlordécone est un perturbateur endocrinien. Cette pollution, elle est estimée, alors peut-être que les collègues toxicologues dans la salle pourront me corriger, mais il me semble, selon les études, entre 100 et 600 années voilà, de persistance dans les sols entiers, qui est assez effrayant. Mais cette crise liée au chlordécone, à cette pollution, elle est également sociale, et je vais développer ce point dans les slides suivantes. Et donc, c'est pour ça que ce travail en sciences humaines et sociales au sein de ce projet interdisciplinaire est intéressant et permet en fait d'étudier cette dimension sociale de la pollution. Notamment, dans ce volet SHS, on interroge plusieurs choses, à la fois le quotidien des résidents et résidentes martiniquais et guadeloupéens sur ces terres qui sont contaminées, comment ils s'alimentent, comment ils boivent, comment ils militent, comment ils politisent ce sujet, mais également aux alternatives qui existent ou pas en matière d'agriculture et de pêche pour eh bien, continuer à travailler et à produire dans ce contexte de pollution. Également aux enjeux qui concernent plus spécifiquement la santé des femmes, et notamment parce que des femmes revendiquent des troubles de leur santé, donc notamment l'endométriose, des cancers de l'ovaire, du sein, comme étant liés à cette exposition au chlordécone. Et puis, dans un volet qui, on l'espère, va débuter cette année, on va également s'intéresser plus particulièrement à l'expérience des patients atteints de cancer de la prostate. En termes de méthodologie, donc, on conduit collectivement une ethnographie qui a débuté donc en novembre 2022, donc qui dure depuis plus de 2 ans, de manière plus ou moins continue selon enfin, voilà, nos approches respectives. Mais donc pour ma part, je réside en Martinique depuis novembre 2022 et donc je conduis ce terrain un petit peu au long cours avec des périodes plus intenses d'entretien et d'observation formelle et puis des périodes de terrain plus diffus avec une imprégnation dans le quotidien, avec, en étant moi-même usagère du système de santé, des manifestations, de l'actualité politique locale, etc. Donc une enquête assez classique en sciences humaines et sociales, avec donc des entretiens et des observations. Donc je ne sais plus si j'ai indiqué des chiffres, oui voilà. Un peu plus de 110 entretiens, mais le chiffre n'est pas à jour, et plus de 70 observations conduites individuellement ou collectivement sur les 2 territoires, donc Martinique et Guadeloupe. Et une enquête qui a pour corpus une grande diversité d'individus, donc des agriculteurs et agricultrices, mais également des institutionnels. On a eu des entretiens avec les ARS, les préfectures, avec des porteurs de programmes liés au chlordécone, avec des femmes, des sages-femmes, des militants, des militantes, et plus généralement des résidents et résidentes, voilà, qu'on pourrait appeler monsieur, madame, tout le monde. C'est un terrain qui est très au cœur d'une actualité chaude, et donc dans lequel on se retrouve aussi à être, à faire de l'observation dans des manifestations, dans des salles d'audience au tribunal, etc. Alors, je vous disais, cette crise sanitaire liée au chlordécone, elle est également une crise sociale, politique, et c'est cet aspect que j'aimerais développer avec vous maintenant. Euh, En Martinique et en Guadeloupe, notre enquête, elle constate plusieurs choses, euh, notamment que cette pollution au chlordécone, elle est un sujet très sensible, très conflictuel, et que cette conflictualité, elle se matérialise très concrètement par la présence, enfin, l'omniprésence plutôt, de graffitis sur les murs de Fort-de-France notamment, les bords d'autoroutes, etc., mais également par la récurrence de manifestations, par l'existence de nombreuses associations ayant pour revendication principale des réparations, des demandes de réparation liées à cette pollution. Et puis, cette conflictualité du sujet chlordécone, elle se matérialise aussi par l'existence d'une procédure de justice en cours euh, au sujet de cette pollution. On constate également qu'il y a un nombre important de dispositifs de prévention, de sensibilisation qui ont été mis en place, de surveillance également,
donc qui prennent des formes variées. Ça peut être des jeux de société à destination des scolaires. Ça peut être des formations gratuites pour comprendre le fonctionnement de ce pesticide, des ateliers organisés avec des nutritionnistes pour adapter la manière de consommer, mais aussi la prise en charge gratuite d'un dépistage sanguin pardon, appelé chlordéconémie, ou de carottage de sol pour les particuliers et les professionnels pour faire tester la teneur en chlordécone de leur sol de manière gratuite. Donc vous voyez une pléthore comme ça de dispositifs mis en place. Et pourtant, qui rencontre un paradoxe dans le corpus auprès duquel on a mené notre enquête, c'est qu'en fait, ces dispositifs semblent assez peu connus des personnes qu'on a interrogées. Lorsqu'ils sont connus, ils font souvent l'objet de méfiance, de crainte, voire de défiance. Et puis, troisième constat, on constate que malgré la colère au sujet de cette pollution qui semble faire relativement consensus parmi les personnes qu'on a interrogées, et encore une fois, une centaine de personnes, ce n'est pas tout le monde sur ces deux îles, et bien malgré cette colère qui fait consensus, on remarque qu'il y a assez peu ou pas de choses qui sont mises en place dans la manière d'adapter les pratiques quotidiennes pour limiter l'exposition à ce pesticide. Et donc pour comprendre ces constats, il nous a semblé qu'un travail donc d'historicisation, pardon, de contextualisation était nécessaire. Et donc dès mon arrivée en Martinique, j'ai compris, je vous le disais par ces inscriptions, ces graffitis, que la responsabilité de l'État français était engagée, pointée du doigt par un certain nombre de citoyens au sujet de cette pollution. Et donc cette pollution, notamment, qui prend des termes, c'est ce qu'on entend dans les entretiens, qui n'est pas appelée pollution, mais plutôt empoisonnement, ce qui a une valeur tout à fait différente. Et donc pour cause, si ce pesticide il a été utilisé jusqu'en 1993 aux Antilles, il avait pourtant été interdit depuis 1975 aux États-Unis, à Hopewell, suite à l'empoisonnement de plusieurs travailleurs et travailleuses d'une usine qui le produisait. Dans le même temps, ce pesticide, pardon, était classé cancérigène et perturbateur endocrinien. Et donc, en fait, malgré la connaissance de sa dangerosité, il a continué à être utilisé euh, grâce à des régimes dérogatoires dans ces plantations de bananes des Antilles, et donc par des ouvriers et des ouvrières de Martinique et de Guadeloupe. Or, et là, Malcolm, je vois que tu es dans la salle, donc si tu as envie d'intervenir, n'hésite pas, tu diras les choses probablement mieux que moi sur ce point-là en particulier. Euh, cette économie qui est basée sur la monoculture de la banane et de la canne aux Antilles, destinée à son exportation vers la France hexagonale, est un héritage de la période esclavagiste. Et cette manière d'utiliser ou d'habiter les sols antillais, mais également d'employer, d'utiliser les humains qui l'habitent, donc les ouvriers et ouvrières agricoles, dans ces plantations de bananes, au détriment de leur santé, a donc perduré en fait dans le contexte contemporain et par-delà l'abolition administrative de l'esclavage. Euh, et donc ces productions de bananes, elles sont restées organisées en fait selon un système qui est celui de la plantation, c'est-à-dire celui d'une maison centrale appelée habitation, qui accueille le patron, le plus souvent, en tout cas en Martinique, quelqu'un qu'on appelle un blanc créole, donc un descendant direct de colons, et dans lequel travaillaient des ouvriers, ouvrières agricoles dans des conditions qui sont décrites comme assez difficiles par les interlocuteurs qu'on a rencontrés, qui donc nous racontent travailler sans matériel de protection, sans masque, sans gants, etc., avec ce pesticide, qui racontent travailler jusqu'à des stades avancés de leur grossesse pour les femmes dans ces plantations de bananes, voire même du travail de mineurs, puisque pour beaucoup, lorsqu'elles étaient malades et ne pouvaient pas se permettre de s'absenter, eh bien, leur patron leur demandait d'envoyer leurs enfants faire le travail à leur place. Et donc pour nommer cette situation, ce fonctionnement, eh bien Malcolm, donc tu reprends cette notion de plantationnocène, pardon, et nous invite donc à penser ces questions écologiques et de pollution aussi depuis une perspective décoloniale. Donc dans ce contexte, la décision de l'État français d'autoriser l'utilisation d'un pesticide dont la dangerosité était connue et avérée
uniquement sur ces territoires ultramarins et donc dans ce contexte que je viens de décrire, post-colonial, post-esclavagiste, eh bien, est vécu localement comme au mieux, je cite, comme une négligence, mais également comme un, je cite là encore, un manque de considération quant à la santé des ultramarins, mais au pire, peut être considéré, et là je cite encore des extraits d'entretien, comme un empoisonnement volontaire, voire, je cite là encore, un génocide. S'ajoute à ça le contexte social et économique actuel de la Martinique et de la Guadeloupe. Donc vous l'avez peut-être entendu sur vos télés, radios, journaux, que depuis quelques mois, la Martinique est en proie à des mobilisations revendiquant, enfin plutôt dénonçant une situation de vie chère en Martinique avec des produits alimentaires, mais pas que, qui coûtent 40 à 200% plus cher que ce qu'ils nous coûtent en Hexagone. Là où paradoxalement le niveau de la vie est moins élevé, le taux de chômage plus élevé. Donc un contexte de vie chère, un système de santé défaillant et insuffisant, notamment des patients et patientes atteints de cancer qui se retrouvent à devoir aller se faire soigner, peut-être chez vous, Myriam, euh, en Hexagone. Des pénuries d'eau régulières, des pénuries d'électricité, on l'a vu il n'y a pas longtemps en Guadeloupe, et puis des risques environnementaux, donc volcaniques, sismiques, tsunamiques, cycloniques, enfin bon, ça fait beaucoup. Et donc dans ce contexte, vous comprenez bien que le risque que représente le fait d'être exposé au chlordécone, ben, finalement apparaît peut-être un peu secondaire, ou en tout cas en bas de la liste, face à la priorité d'accéder à des besoins aussi basiques que remplir son frigo, avoir de l'eau saine à boire ou se faire soigner. D'autant plus quand le contexte historique fait qu'il y a une espèce de crise de confiance comme ça qui rend assez peu audibles les discours émanant de l'État, mais également des scientifiques. Voilà, méfiance envers les scientifiques renforcée au moment de la crise de Covid-19. Euh, et donc, on a décidé au tout début de notre projet de conduire, enfin, en fait, de manière concomitante au début de l'enquête de terrain, s'est déroulé un colloque qui avait pour sujet principal le chlordécone et donc qui s'appelait Chlordécone connaître pour agir. Donc à ce moment-là, on est en décembre 2022, le projet a débuté depuis seulement un mois, enfin le terrain a débuté depuis seulement un mois, et dans ce mois qui précède le colloque, l'actualité du chlordécone, elle est vraiment brûlante. À ce moment-là, donc il y a des manifestations importantes qui sont organisées à Fort-de-France, numériquement un peu moins importantes à Pointe-à-Pitre, mais quand même, des manifestations qui craignent à ce moment-là qu'un non-lieu ne soit prononcé au sujet d'une plainte collective qui a été déposée contre l'État français pour cette pollution, non-lieu qui sera finalement prononcé quelques temps plus tard. Et donc, en parallèle de cette actualité chaude du chlordécone, était organisé donc à la mi-décembre un colloque Chlordécone connaître pour agir, qui était organisé par le Comité de pilotage scientifique national et la coordination locale de la recherche sur le chlordécone aux Antilles. Donc une commission qui fait partie de quelque chose qu'on appelle le plan chlordécone 4, et puis avec le concours de la préfecture de Guadeloupe. Donc notre équipe présente lors de ce colloque a finalement décidé d'en faire l'ethnographie pour analyser le traitement politique qui était fait de cette pollution au chlordécone en posant les questions suivantes. Donc de quelle fonction cet événement finalement était-il investi par ses organisateurs et organisatrices et quel savoir y était mis en valeur et quelle friction finalement résultait de l'organisation d'un tel événement. Euh, Hop, excusez-moi, j'avais oublié de changer de slide. Alors d'abord, on a constaté que par plusieurs aspects, ce colloque qui était annoncé comme tourné vers la population, vers la société civile, s'avérait en fait avoir un accès assez restreint pour ces derniers. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord par sa localisation. Donc ce colloque était organisé dans la zone. Est-ce que vous voyez ma souris sur les slides ou pas du tout? Ouais, super. Donc en rouge sur la carte qui représente la Guadeloupe, vous avez cette zone qu'on appelle le croissant bananier, qui est la zone la plus fortement polluée au chlordécone, qui se trouve assez distante de la zone qui est donc ici, dans laquelle se déroulait cet événement portant sur cette pollution.
Donc un empêchement, on pourrait dire géographique, en tout cas un éloignement géographique. Ensuite, ce colloque était initialement annoncé comme un événement payant pour la somme de 100 euros, et donc on peut imaginer que ça aussi, c'est quelque chose d'assez dissuasif quand on n'y va pas pour des raisons professionnelles, quand on n'est pas financé par son laboratoire, etc. Même si le colloque a finalement été rendu tardivement gratuit. Et puis, ce colloque était organisé dans un hôtel 4 étoiles, un hôtel d'une station balnéaire prisée de Guadeloupe, un hôtel à l'accès régulier, surveillé. Donc, on peut imaginer que ça aussi, encore une fois, ça a représenté de manière symbolique un empêchement. Donc, vous voyez sur la droite la vue depuis la session de poster sur la piscine. Et puis enfin, un dernier empêchement, un empêchement linguistique, puisqu'on a noté dans cet événement l'absence totale du créole guadeloupéen, mais aussi l'absence d'une forme de vulgarisation scientifique qui aurait permis que les présentations soient accessibles à toutes et tous, mais également entre disciplines, puisque parfois, on le sait, même, enfin, en tout cas pour moi, anthropologue, c'est parfois difficile de comprendre une présentation de, je ne sais pas, toxicologue au hasard, voilà, sans qu'il y ait de vulgarisation. Euh, on s'est aussi intéressé au contenu des présentations, au type de recherche qui était valorisé dans cet événement. On s'est rendu compte que la majorité des recherches qui étaient présentées l'étaient sous le prisme de la santé publique, avec une entrée par la dimension sanitaire de la crise, donc principalement des travaux en épidémiologie et en toxicologie. On s'est rendu compte également que la majorité des recherches présentées étaient financées de telle sorte qu'elles étaient conditionnées par un agenda politique de l'État, donc financé notamment par le plan chlordécone 4. On a remarqué également une forte présence des sphères politiques dans cet événement scientifique, enfin qu'on croit scientifique, mais dont on questionne un petit peu les frontières justement, donc avec la présence de la préfecture, des agences régionales de santé, etc. Une sous-représentation des sciences humaines et sociales. Et puis, deux choses qui nous ont particulièrement frappés, c'est une absence de conflictualité dans les échanges au cours de ces journées de colloque. Une absence de conflictualité qui dénote assez avec la conflictualité que je vous décrivais en début de présentation, qui avait lieu au même moment à l'extérieur des murs de cet hôtel. Et enfin, on a également constaté que les chercheurs présents émanaient principalement d'universités hexagonales, mais aussi qu'il y avait une forme de blanchité épistémique dans la manière dont se répartissaient les personnes qui produisaient du savoir sur ce sujet, le chlordécone, et sur ce lieu, enfin, ces lieux, les Antilles, donc la Martinique et la Guadeloupe. Je vais essayer d'accélérer parce que je vois que le temps passe. Donc l'ambition annoncée par ce colloque d'ouverture vers la société civile, elle s'est formalisée sous la forme de quelque chose qui était appelé des rencontres et qui était organisé à la suite du colloque scientifique dans différents lieux en Martinique et en Guadeloupe. Et ces rencontres, c'était en fait des moments de sensibilisation qui consistaient en des visites d'exploitation agricole, des pièces de théâtre préventives sur les bonnes manières, les bonnes pratiques alimentaires, des rassemblements d'associations travaillant sur ce sujet, etc. Et dans lesquels la société civile était invitée à venir. Mais ces rencontres, encore une fois, elles se sont retrouvées confrontées à plusieurs difficultés. Je vais vous en exposer qu'une seule pour aller vite. Donc la première, c'est un manque de communication. Euh, donc à un moment donné, je me retrouve dans une salle, après, je crois, ou avant, je ne sais plus, une pièce de théâtre dans laquelle on nous explique quels aliments sont plus dangereux, moins dangereux, comment les éplucher, etc., pour limiter son exposition. Et en fait, la salle est vide. On est trois dans cette salle, et donc je me retourne vers ma voisine de derrière en lui demandant ben, comment elle a eu l'information, pourquoi elle est là. Et donc elle me répond ce que vous voyez sur la slide. Donc elle me dit, il y a un site, mais si tu n'as pas l'idée d'aller sur le site, tu ne peux pas savoir. Moi, je l'ai su par hasard, une amie m'a dit. Je me suis dit, je viens voir, les politiques font des choses, mais c'est teinté d'idéologie. Là, ils ont fait ça comme ça pour nous dire qu'ils l'ont fait, mais ils n'ont pas envie qu'on vienne. Comme s'il y avait un décalage en fait entre l'ambition de cet événement, les moyens déployés pour l'organiser, et puis finalement la communication qui était mise en place pour le rendre accessible de toutes et tous. Euh, Alors, je vais direct à la conclusion qui n'en est pas une pour vous exposer quelles sont nos hypothèses conclusives, je ne sais pas trop, à ce stade de l'écriture de ce papier.
Donc la première, c'est l'hypothèse que finalement le recours à la science, donc à cet événement scientifique, d'autorité scientifique, et à la technique a finalement été utilisé comme un moyen pour mettre à distance une forme de conflictualité liée au sujet du chlordécone. Euh, Deuxième hypothèse, c'est que cette rencontre scientifique qui s'avérait peut-être finalement être un non-événement pour la majorité des citoyens et citoyennes martiniquais, martiniquaises, guadeloupéens, guadeloupéennes à qui il était euh, en tout cas officiellement destiné. Également le constat donc d'un décalage entre deux registres de discussion, des discussions sur le registre du sanitaire et du technique d'une part et du social et du politique d'autre part qui en fait génèrent des frictions dans les moments d'échange et de débat. Et puis une forme d'inégalité dans la production, enfin de reconduction des inégalités dans la production des savoirs sur le chlordécone, avec cette question de la blanchité épistémique. Et voilà, c'est quelque chose qui reste en suspens de savoir de quelle manière ça, eh bien, ça impacte les résultats aussi qui sont produits au sujet de cette pollution. Voilà, je vous remercie et puis je vous invite à avoir une pensée pour les personnes dont la santé est affectée par cette exposition au chlordécone. Merci beaucoup, Ruby. On a encore 5 minutes pour des questions spécifiques avant de commencer la discussion avec Fanny. Vous avez Oui, une question? oui, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, j'avais une question concernant en fait la question des autres pesticides utilisés actuellement aux Antilles. Est-ce que, au travers des interactions que tu as pu avoir sur la question de la chlordécone ou du chlordécone, ça dépend si on parle effectivement de la formulation ou du pesticide, est-ce que la question de la pollution maintenant avec les autres pesticides, comme le glyphosate par exemple, elle est évoquée par les personnes et la transposition finalement des époques, savoir si cette question-là, elle revient dans les discussions que tu as pu avoir. Merci beaucoup, David, pour ta question. Elle est particulièrement pertinente parce qu'effectivement, dans la manière dont on a conduit l'enquête, en fait, on s'est intéressé pas simplement au chlordécone, mais effectivement de manière plus globale aux autres pesticides. Et ce que je pourrais dire en traçant des grandes lignes et pas du tout en faisant des statistiques sur les personnes que j'ai interrogées, c'est que le fait que les pratiques alimentaires soient peu adaptées, c'est justifié par justement cette multitude d'expositions à d'autres pesticides et avec un discours qui est un peu celui du foutu pour foutu. En fait, il y en a tellement partout, on en a tellement Mhm. dans tout ce qu'on mange, mais aussi dans les maisons avec tous les insecticides, etc., qui sont utilisés, que finalement, foutu pour foutu, je vais pas faire l'effort sur mon alimentation parce que ça fait déjà beaucoup. Donc ça, c'est une partie du discours. Et puis, pour d'autres, j'ai l'impression que le discours sur l'exposition aux pesticides se concentre autour pardon, du chlordécone. Euh, et mon hypothèse, elle est la suivante, enfin, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a débat sanitaire et puis débat sociopolitique. Et j'ai l'impression que ce qui cristallise euh, euh, la colère, les griefs autour de cette question du chlordécone, c'est plutôt ces modalités d'administration et le sentiment d'injustice, d'être des laissés pour compte que ça peut laisser, plus que finalement, même s'ils sont pas du tout négligés, ces effets sanitaires qui sont aussi valables pour d'autres types de pollution. Donc, oui, les autres pollutions sont mentionnées, de manière moindre dans le corpus que j'ai interrogé, et j'ai l'impression que c'est pas la même valeur sentimentale qui y est attachée. Merci beaucoup. Alors moi, je posais en fait cette question-là parce que j'étais au colloque hein, en Guadeloupe. Et je rejoins en fait tout à fait tout ce qui a été dit. On a aussi au Centre des politiques de la Terre, on avait organisé avec, avec euh, les universitaires, mais aussi les associations présentes là-bas, un campus anthropocène. Voilà. C'est croisé, oui. Oui. Ouais, on s'était croisés. Et en fait, à cette occasion, moi, j'avais été vraiment très, très choqué par la question plus générale de l'alimentation
voilà, de la production, la différence qu'il y a territoriale, hein, sur la question de la production de l'alimentation et de la souveraineté alimentaire. Voilà, donc c'est une question, la question des pesticides, elle rejoint évidemment celle de l'alimentation, mais l'alimentation, c'est vraiment quelque chose en plus qui est très très en lien avec la survie à court terme, quoi. Donc, Mm, mm. quelque part, c'est un enjeu c'est des enjeux qui se croisent, quoi. Complètement. Et on voit sur une des slides là que j'ai partagée, là où j'ai emprunté une photo sur un compte Instagram, qu'effectivement ces deux sujets font partie d'une même mobilisation. Là, on voit se superposer deux photos, donc celle de derrière qui dit chlordécone criminel, et puis juste devant, il est question de vie chère. Donc on voit bien que c'est Mm. deux combats enfin, qui semblent concerner des sujets différents, mais en fait qui se regroupent autour une même critique d'un système, en fait. Moi, j'aurais un point peut-être qui l'emporte un peu sur la discussion. En même temps, il est en rapport avec le glyphosate et avec l'alimentation. Donc, peut-être je vais le mettre maintenant, puis jamais on le met en réserve. Mais merci beaucoup. D'abord, c'est voilà, très intéressant et toutes les présentations se connectent. Moi, je suis avec une équipe d'un projet ANR qui s'appelle Gengibré, une équipe franco-brésilienne. On mène des recherches au Brésil qui en fait sont centrés sur l'agroécologie, alors voilà, qui est un mot valise qui a des sens toujours très différents selon les contextes, mais qui dans les régions où on travaille, le sud-est du Brésil, dans des régions qui sont soumises à des conflits environnementaux, prend un sens très politique assez proche de ce que nous décrit Ruby. Une partie de ces conflits sont liés au modèle agricole et les pesticides agricoles qu'on appelle au Brésil souvent agrotoxines concentrent en fait les plus gros problèmes de l'emploi de ce modèle agricole, pardon. À la fois pour les raisons là aussi évoquées par Ruby de contamination des sols, des eaux, de l'air, des animaux, etc. Et puis pour l'exposition et les cancers. Et ces agrotoxines, c'est en grande partie précisément le glyphosate qui est employé dans la culture du café. On a fait une ethnographie collective qui, là aussi, rappelle le projet qui vient de nous être présenté sur les Antilles, qui n'était pas centré uniquement sur la question des agrotoxines, donc on n'en est pas un spécialiste, mais on a quand même beaucoup été interpellés par ça. Et ce qui nous a beaucoup intéressé en lien avec le genre, voilà, je remets ça dans la journée, c'est qu'en fait, on a fini par se rendre compte que dans le contexte de ces régions du Brésil, qui ne sont pas un contexte de plantation, qui sont un contexte d'agriculture familiale, en fait, les agrotoxines, le glyphosate en particulier, sont introduites par la main des hommes. Et que c'est un truc assez basique hein, qu'on sait dans l'écologie féministe, hein, et que les femmes sont mises en position de résistance. On a pu le creuser et on s'est rendu compte à quel point l'arrivée historique datée hein, de ces produits, de ce paquet technologique, en fait, a quand même causé une reconfiguration du régime de genre. C'est-à-dire qu'on a vraiment vu comment, à partir, alors ça s'étale entre les années 70 et les années 2010, selon les territoires où on est. Donc, il y a des choses qui sont très récentes, encore en cours. Et on se rend compte, pardon, Sarah est aussi dans ce projet, euh, on se rend compte qu'en fait, il y a vraiment une introduction dans ces territoires de ce que la littérature en sociologie du genre a appelé une masculinité industrielle pourvoyeuse, pour montrer que la manière pour les hommes de satisfaire le rôle de genre qui leur est affecté s'inscrit dans une matrice industrielle, en ce cas l'agriculture industrielle. Évidemment, les hommes brésiliens dans l'agriculture familiale, ils sont dans une position marginalisée. Donc, en fait, ils adhèrent à l'éthos, on pourrait dire, de la masculinité hégémonique, mais ils en possèdent pas tous les moyens ni les dividendes. Ils ne sont pas autorisés, si vous voulez, à exercer une position de pouvoir sur les hommes. En revanche, ils exercent un pouvoir sur les femmes de leur famille très concret, déterminer quelle parcelle de l'espace agricole va être cultivée avec ou sans glyphosate, déterminer quelle parcelle va être dédiée, par exemple, là, il ne s'agit pas de la banane, mais du café, ou au contraire, à de l'agroécologie, etc. Là, pour bien comprendre, être sûr, c'est les hommes des exploitations. Ouais. Voilà. Ils sont le Qui dernier. par l'influence des hommes qui amènent le produit, etc., contraignent quelque part. C'est ça?
en fait, ils contraignent pas. C'est vraiment de l'ordre de l'hégémonie, c'est-à-dire qu'ils font adhérer à leurs valeurs. Et les autres hommes, alors on pourrait les énumérer, mais c'est évidemment les techniciens, mais aussi les agents financiers et puis les intermédiaires commerciaux. Donc, il y a en fait un secteur agro-industriel qui opère en masculinité. En fait, c'est évident quand on commence à regarder les choses comme ça. Et ça fait bouger la matrice de genre. Ça la reconfigure. En fait, les hommes paysans, ils n'étaient pas hommes comme ça avant. Voilà, ça a changé. Et en fait, structurellement, ils exercent un pouvoir sur les femmes. Et ça existe, ça explique en fait très basiquement que on observe dans toute l'Amérique latine et je pense dans d'autres régions aussi que c'est toujours les femmes qui sont à la pointe des résistances. Pourquoi? Donc, voilà, on le sait, mais je pense qu'on l'a beaucoup précisé. Et ça permet aussi de comprendre que vraiment, le genre est non seulement un produit de l'histoire, mais en fait un moteur de transformation. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire bouger le modèle agricole si on ne fait pas bouger les rapports de genre. Et en fait, il faut vraiment que les hommes, et ce n'est pas seulement une transition personnelle, individuelle, c'est aussi des mécanismes évidemment collectifs, mais que en particulier ces hommes agriculteurs, ils sont à l'intersection des rapports de classe, de race, etc., et des rapports de genre. C'est eux en fait qui sont dans une position clé, une position charnière pour faire bouger les choses. Et en fait, c'est sur eux que repose en fait une grande partie des possibilités de changement. Et c'est sur les femmes de leur famille enfin, c'est elles qui sont... C'est incroyable dans l'ethnographie qu'on a faite, mais moi, je n'y croyais pas. C'est dans tous les cas qu'on a vus, on a vu 33 cas de manière approfondie, c'est toujours elles qui font bouger les choses. C'est toujours elles qui ont été à un moment donné, ça va de choses très concrètes du type, si tu continues d'appliquer le glyphosate, je ne vais plus venir travailler avec toi, je ne vais plus t'envoyer à manger, etc. Alors, en Amérique latine, en tout cas en Brésil, on est pudique, donc on ne parle pas de sexe ouvertement, mais en fait, elles nous ont fait comprendre qu'elles faisaient la grève du sexe. Donc voilà, c'est vraiment elles, en fait, qui sont dans un corps à corps, c'est vraiment le terme, pour faire bouger les choses. Et elles le sont, en fait, évidemment pas seules, parce que c'est trop dur, elles le sont parce qu'elles participent à des espaces de politisation qui sont souvent considérés comme des espaces infrapolitiques, qui sont les églises locales, certaines églises, hein, pas toutes, hein. Il y en a qui sont hyper conservatrices, mais il y a des églises qui traitent de la question environnementale, et notamment dans le contexte là, du pape François. C'est des espaces évidemment du mouvement agroécologique, c'est certains syndicats, etc. Donc en fait, elles font ça parce qu'elles sont politisées. Et en fait, les hommes de leur famille, ils vont bouger dans la mesure où ils sont sous une forte pression des femmes de leur famille et où ils sont aussi dans des espaces de socialisation alternative. Enfin, nous, ce qu'on voit, c'est vraiment que le point clé pour faire bouger le modèle, il est là. Donc, c'est vraiment un problème de genre, quoi, Le café, il est OGM au Brésil. Non, le café, Donc le glyphosate est impliqué en interculture aussi, comme. le café, alors je ne suis pas écologue, mais là, ce que j'ai compris, c'est que c'est de l'arabica. C'est des hybrides naturels, d'après ce que j'ai compris. D'accord. Le glyphosate, il est surtout lié à un problème de main-d'œuvre, parce qu'en fait, tu peux désherber, faucher ou mettre du glyphosate. Ouais. Donc, en fait, dans un contexte où les jeunes vont beaucoup en ville, en fait, on met du glyphosate pour économiser la main-d'œuvre. Ouais. En revanche, on plante du maïs OGM. Oui, Mais du soja. voilà, voilà, là, c'est du maïs. Mais dans les interlignes du café, on plante du maïs OGM. D'accord. Il a juste une question. Pardon, j'ai beaucoup parlé. Non, C'était lié. on n'a pas beaucoup de temps, mais il a juste une question précise de Martin Ferdinand sur la différence entre agrotoxine et agrotoxique. Mais je crois, en fait, ça m'intéresse ta remarque, Malcolm, parce que je crois qu'en français, on dit agrotoxine, mais c'est une question de traduction. En tout cas, peut-être que toi, tu dis agrotoxine. En portugais, on dit agrotox. Mais en français, j'ai souvent vu agrotoxine, mais je ne suis pas sûre. Ouais. Ruby, est-ce que tu peux arrêter ton partage? Ah oui, merci. J'ai pas de réponse, donc c'est juste pour ça que je posais la question. Moi, la traduction agrotoxicos, je dis agrotoxique, et du coup, comme j'ai vu que tu employais agrotoxine, je me disais, tiens, est-ce qu'il y a une différence et que je ne connaisserais pas, en fait. Voilà, c'est tout. Moi, j'aurais tendance à dire toxique, hein, parce que toxine, pour moi, c'est plus venin, etc. C'est produit toxique naturel pour moi. D'accord. Ouais. Voilà. Okay. Je dirais plutôt agrotoxique, Toxique. mais Okay. voilà, la toxinologie, c'est les araignées, voilà, ou les serpents. Enfin, merci. Et ça reste pas toxique, c'est pas la question. Mais... Bon. Ouais, j'ai repris bêtement des Non, c'est mais on comprend, de toute façon, c'est le plus important. Ouais. Mais... Je vais